Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en web design et communication digitale à Marseille. Je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur parcours, leur motivation et ce qui les a incitées à changer de vie. Au fil des épisodes, j'ai souhaité inviter également des hommes créateurs d'entreprises une fois par mois pour parler de leur expérience et vision de l'entrepreneuriat. Ont-ils le même regard que les femmes ? Comment vivent-ils la prise de risque ? Pourquoi décident-ils de changer de vie ? Mon premier invité est Rémi Bertolon, animateur d'émissions de radio pour France Bleu, Le Move et Chéri FM. Après avoir sillonné la France pour réaliser des émissions, il décide de devenir indépendant pour gagner en liberté et créer des productions audio créatives dans un format différent des standards de la radio. En septembre 2019, il lance Au lever du soleil, une matinale quotidienne à l'écoute en podcast qui diffuse des actualités positives et décalées en les mettant en scène à la façon d'une fiction. Alors Rémi, à quelle heure tu t'es levé ce matin ? Alors moi, je me suis levé, j'ai une petite fille, il y a eu un faux départ à 6h moins quart. Elle C'est tôt s'a quand même, ouais. Ouais, je me suis relevé, je me suis rendormi un petit peu et puis après, à 6h30, j'ai commencé à la préparer. Donc tu as créé le podcast Au lever du soleil, alors c'est quoi exactement ? Est-ce que tu pourrais décrire un peu le contenu ? En fait, l'idée, c'est de proposer un podcast tous les matins. Alors, on le met à disposition dès 6h sur l'ensemble des plateformes et chacun peut l'écouter quand il le veut. Alors, il y en a qui l'écoutent le matin, soit en se préparant ou dans leur voiture. Il y en a beaucoup qui écoutent la musique ou des podcasts en allant au travail. D'autres démarrent leur journée professionnelle, hein, ils ouvrent leur bureau, et ils lancent un petit podcast ou un peu de musique pour se lancer. Donc le principe, c'est ça. Donc nous, on met à disposition un podcast qui a pour principe d'être un peu une matinale, donc avec un petit peu des infos, des petits clins d'œil, et qui peut être écouté n'importe quand. Alors, et certains même l'écoutent en compilant tous les épisodes le week-end. Oui, et qui est un format assez court, hein, du coup, puisque c'est une dizaine de minutes, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais, c'est un concentré de matinale, donc ça dure un quart d'heure, on va dire. On essaye de rester sur un quart d'heure. On pense que c'est pas mal pour celui qui veut écouter quelques titres de musique sur Deezer ou Spotify, et puis ensuite avoir quelques infos, un rendez-vous quotidien comme le podcast Au lever du soleil, et puis après commencer sa journée de travail. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir des séquences très longues, au contraire, c'est d'être dans le rythme et le quotidien des auditeurs. J'ai recalibré les paramètres de ma promesse. Ça s'appelle mentir. Ça s'appelle la politique. Et voici le débrief actu, les sujets qu'on voulait évoquer avec vous dans le podcast Au lever du soleil. Alors voilà, ça c'était l'intro de ton podcast qui est quand même très dynamisante dès le matin. Comment tu as eu l'idée de créer cette matinale ? On s'était dit que ce serait bien de faire un podcast avec des séquences inédites, parce que moi je viens de la radio en fait. Donc je voulais un peu de liberté aussi. En radio, c'est génial, on peut faire plein de choses, mais comme je ne suis pas patron de ma propre radio, on est obligé de suivre les critères qui sont définis par la direction. Donc là, je me suis dit, si je fais un podcast à moi, c'est pour faire vraiment quelque chose que j'aimerais faire, et en totale liberté, en créant des séquences qu'on retrouve pas à la radio et en développant aussi des sujets que j'évoque pas moi à la radio. C'est pas l'idée, c'était pas de dupliquer ce que je dis à la radio dans un podcast. Au contraire. Et oui, tout à fait, ça te permet d'avoir un petit peu plus de liberté. Et tu travailles dans quel type de radio exactement ? Alors moi, je travaille sur des radios locales, donc j'enregistre toujours dans mon studio, et ce programme, il est diffusé dans d'autres régions de France. Moi, j'habite dans le sud de la France, mais j'enregistre pour une radio notamment à Lyon, et donc quotidiennement, on entend ma voix à Lyon, par exemple, pour une émission en fin d'après-midi, avec des infos locales, avec des infos culturelles, des infos de proximité. Donc moi, si je voulais faire un podcast, c'était pas pour justement faire ça, c'était pour parler de tout autre sujet. Et te faire plaisir et être plus dans le côté créatif qu'offrent aujourd'hui tous ces outils. Voilà, exactement, avoir la possibilité de raconter une histoire, un récit, d'avoir des sujets qui sont généralement interdits sur certaines radios. Généralement, on peut pas parler pendant 3-4 minutes d'un titre qu'on a écouté sur Deezer ou Spotify. Quand on est sur Énergie, Chéri FM ou Radio Star ou je ne sais quelle radio, il faut parler que
de sa radio et de son univers, là, on a vraiment pour le coup carte blanche. Aussi, ce que j'aime bien dans ton podcast, c'est que tu choisis une actualité que tu vas scénariser, en fait, et qui peut être à la fois humoristique, insolite, décalée ou même touchante. Comment tu les choisis, toi, ces sujets? Bah, en fait, on prend des histoires, insolites qui nous semblent, drôles et après on essaye de se dire: «Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter, dans, la mise en scène de cette histoire?» C'est un peu comme un biopic, quand tu aimes un chanteur ou un écrivain et au cinéma, on sort un biopic, on peut pas se cantonner à sur des faits réels, en fait. On est obligé de romancer, de raconter, de scénariser, pour que ça devienne un film. Donc là, c'est un peu pareil. Donc on prend une histoire insolite qui nous semble drôle, on se donne l'autorisation de créer des personnages en parallèle, on les décrit, on les accompagne et on raconte quand même cette histoire dans les faits, on reste au plus proche possible, mais on scénarise la situation. Donc il faut que c'est un potentiel, on se dit: «Est-ce qu'il y a un potentiel de scénariser, cette, situation?» ou alors ça, on peut pas le faire. D'accord. Et alors, tu disais que tu travaillais dans ton studio. Tu as un studio, quoi, chez toi ou comment tu t'organises? Voilà, c'est ça. J'ai un studio chez moi avec, micro, traitement voix, logiciel, informatique, et cetera. Donc même, pour les émissions que j'enregistre pour les radios, locales, ce matériel, qui est quasiment le même matériel que tu as peut-être toi, pour du podcast en fait, c'est exactement le même matériel. Après les radios, eux, heu, si tu veux le son que j'enregistre, je le mets sur leur serveur. Et ensuite, eux, c'est à eux de le dispatcher sur l'antenne et après il y a un traitement radio qui fait que le son est encore amélioré. Et comment tu en es venu à t'intéresser à l'univers du son? Tu as fait, quel cursus exactement à la base? Alors moi, j'ai commencé il y a très, très longtemps, j'ai fait des études de commerce, en fait et en parallèle à ces études de commerce, j'ai toujours été passionné par la radio, et j'ai commencé à faire de la radio associative, sur des radios, très, très locales, en fait, qui te permettent de t'amuser à parler de différents sujets, de thématiques, et cetera. Donc moi, j'ai quasiment, toujours fait de la radio parce que j'adorais ça. Le son, le fait de parler sans images, ça m'a toujours, fasciné. À l'époque, c'était encore hyper, tendance la radio, donc j'ai toujours fait en fait cette de la radio locale. D'accord, pour le plaisir au départ, quoi, en fait? Oui, complètement, là, oui, oui. En fait, il y en a toujours des radios locales, hein. C'est le même principe que pour le podcast. Tu lances une émission, et bien souvent, tu es bénévole au début et tu te dis: «Bon, bah, on va voir ce que ça va donner» et sur des thématiques qui sont quasiment les mêmes que, ceux des podcasts, natifs, en fait. Il y en avait de partout des radios locales, associatives. Il y en a encore d'ailleurs. Il suffit d'aller les voir, de leur dire: «Bah, moi, j'aimerais bien diffuser, une émission sur tel ou tel, concept» et ils valident ou pas suivant, leur, stratégie. Bien souvent, ils sont toujours, très contents d'accueillir de nouvelles personnes pour les mettre à l'antenne. Donc ça a double avantage, c'est d'avoir des auditeurs de la radio associative et puis, maintenant, on peut aussi le diffuser en parallèle en podcast. D'accord, OK. Ah oui, sympa. Du coup, oui, mais c'est vrai qu'on en a à Marseille des radios, locales comme ça. Ah oui, c'est ça. À Marseille, il y a Radio Radio Grenouille, Grenouille, je ouais, sais c'est pas ça. si et c'est des radios bon, c'est pas des radios puissantes en termes d'audience, mais il y a quand même des gens derrière qui écoutent, donc c'est bien, quoi. Ouais, ouais, si, si, c'est bien et puis ça permet enfin, c'est souvent des radios associatives qui ont des projets aussi derrière. Déjà un projet associatif, de Oui, un contre-culture, peu décalé déjà, enfin et qui sort un peu des sentiers battus, ouais. voilà, c'est ça exactement. Un objet social souvent aussi, donc c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré cette période où je côtoyais plein de gens différents, dans ces radios associatives. Mmh mh. Et du coup, alors tu en as fait ton métier? Voilà, alors après, j'ai quand même, démarré en temps plus dans la partie un peu commerciale et puis après j'ai décidé de me lancer vraiment dans la radio. Donc j'ai commencé sur Lyon sur, une radio qui s'appelle radio commerciale, privée du coup, qui s'appelle Radio Espace et puis ensuite, j'ai continué à Radio France, toujours en entre guillemets «professionnel», en tout cas, c'était mon job et là pendant, 7 ans, j'ai tourné dans le réseau, France Bleu, de local en local, pour, faire des animations, des reportages, présenter des événements, des jeux, sur les antennes de France Bleu. Donc France Bleu Provence ou France Bleu Vaucluse ou, France Bleu, Normandie, ça dépendait un petit peu l'émission qui m'était confiée pendant toute cette période. D'accord, donc tu as dû acquérir vraiment une super expérience,
en radiophonie, du coup? Alors ça, ouais, j'ai adoré. Alors en plus, j'étais jeune, tu vois? J'avais peut-être, enfin pour la cible, si tu veux, j'étais jeune, j'avais peut-être la trentaine, tu vois? Quand je suis arrivé. Donc du coup, souvent mes potes me charriaient un peu, tu sais, en me disant: «Bah, sur France Bleu, eux, ils écoutaient Énergie ou Fun», tu vois? Mais en fait, à faire, c'était, 100 fois plus intéressant parce que je faisais, plein de choses. Une semaine, je pouvais aller faire des reportages dans les, cuisines des meilleurs restaurants d'une région. Le la semaine suivante, j'animais, pendant 1 heure un jeu. Donc en fait, l'exercice était très intéressant au début. Ouais, c'est ça. Donc Mmh. j'ai pas vu le temps passer et en plus, j'ai, visité plein de régions que je connaissais pas du tout ou où j'y serais jamais allé, en dehors du cadre professionnel parce que c'est pas il y a des régions qui sont pas touristiques, mais une fois qu'on y est, il y a des choses à visiter, des gens à rencontrer. Donc j'ai bien aimé cette Ouais, période. donc tu te baladais avec ton micro, du coup, pour aller faire les émissions, en région, pour, des émissions culturelles, pour des jeux, des choses comme ça, tu t'es pas mal déplacé, quoi? Voilà, c'est ça, ouais. J'avais une mission, je savais que sur mon planning, j'avais j'avais 1 mois à faire, par exemple, au Havre. Bah, je montais pendant 1 mois au Havre, donc tout était, pris en charge par Radio France, c'était mon boulot, et je faisais la mission. Je remplaçais, en fait, le collègue animateur qui était absent pour X raisons, bien souvent les vacances ou, des mutations. Donc en fait, il fallait, combler, l'espace d'un planning. Donc moi j'arrivais, je prenais toute la charge de l'animateur qui était pas là pour, quelques jours et après je repartais. Ouais, c'est vrai que tu as dû te régaler, quoi, et tu as rencontré des personnalités, marquantes, à Radio France? Bah, Radio France, oui, je souvent tu as la possibilité d'interviewer des artistes. Alors, c'est toujours intéressant, quand tu baignes pas là-dedans, d'interviewer, je sais pas moi, Florent Pagny ou Patrick Bruel. Alors parfois au début c'est au téléphone, c'est des inserts téléphoniques comme on dit, on les appelle au téléphone, puis après on les a en vrai. Donc ça c'est quand tu as des célébrités, c'est toujours, sympa et c'est presque même un peu stressant. Bah, finalement c'est des gens comme tout le monde, mais tu as toujours une petite appréhension quand tu as pas l'habitude au quotidien d'interviewer des gens connus. Tout seul, tu te dis: «Bon, comment elle va réagir cette personne?» Et finalement ça se passe toujours très bien et puis c'est des artistes qui ont bien l'habitude de répondre aux questions, parce que c'est donnant-donnant et eux ils ont un intérêt. Ils font souvent maintenant des tournées pour promouvoir leurs concerts, en région, quelques mois avant de venir, pour remplir des grosses salles comme le Dôme de Marseille. Donc ça se passe toujours bien, hein. Ouais, et du coup, là, tu travaillais en tant que salarié ou indépendant? Alors là, j'étais salarié, ouais. Ouais, ouais. Ouais, d'accord, et tu es indépendant depuis combien de temps, là? Là, ça fait 2 ans et demi en fait que je suis indépendant. D'accord, et pourquoi cette envie alors de te lancer en tant qu'indépendant? Disons que l'idée, c'était que j'arrête d'être autant mobile parce qu'en fait, c'est un job qui est assez prenant et qui demande, une mobilité, quasiment nationale, hein. Quand tu as fini un contrat, tu es obligé de te déplacer ailleurs. J'ai travaillé longtemps à Marseille. Une fois que tu as fini ton contrat à Marseille, bah, tu es obligé de reprendre ta valise pour un autre contrat plus ou moins long, ailleurs. Donc je me suis dit: «Si, j'accède à ce statut d'indépendant et si j'ai des clients radio, bah, peut-être que je serai, justement, heu, j'aurais un vrai pied-à-terre et je pourrais rester tranquille, chez moi, enregistrer, et produire et envoyer des sons tout en gardant un pied dans la radio». Oui, c'est ça, c'est l'idéal, quoi. Puis en plus, bon, voilà, tu as une famille, c'est pas évident d'être, à droite à gauche comme ça. Et oui, c'est ça, ma fille, elle a 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Donc il y a quelques années et notamment quand j'ai commencé à France Bleu, traverser toute la France, bon, bah, c'est pas un souci, hein. Maintenant, c'est plus compliqué, il faut tout gérer, bah, comme tout le monde, quand on a des enfants, la récupérer, enfin, d'être, au quotidien avec elle. Et puis en plus, je tenais à ça, enfin, il y en a, chacun a son point de vue, mais moi, je voulais vraiment être au quotidien tout le temps avec elle, avec ma fille. Donc du coup, ça a aussi, modulé ma vision du travail. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que tu remets en question certaines choses après quand tu as des enfants aussi, quoi. Et alors ça te plaît ce statut d'indépendant du coup? Bon là tu as 2 ans de recul, tu es plutôt content de ce choix? Je suis plutôt content, même si dans l'exécution du travail, au début, honnêtement, j'y allais en reculant. J'avais peur, en fait, de perdre la sensation de faire de la radio. D'accord, ouais. Tu vois? La sensation d'être en direct, avec les gens. Ouais, Parce que mine de rien, même si, faire de la radio, de l'audio comme ça, on n'est pas toujours en contact avec les auditeurs, on a quand même un petit fil et puis, facilement, on croise quelqu'un: «Tu fais quoi?» «Je fais de la radio». «Bah, je t'ai peut-être écouté hier», enfin, tu vois? Alors que là, j'avais peur de perdre cette sensation du direct et de la radio et finalement, bah, non, parce que, l'exercice reste exactement le même. On peut même se réécouter. Moi, des moments, j'écoute, mon programme qui est diffusé à Lyon pour voir si ça diffuse bien, si c'est bien dans le ton de la radio. Donc
finalement, j'ai ce plaisir-là d'être un peu créatif sur un objet audio, tout en tout en n'étant pas du tout en direct à l'antenne. Donc finalement, je suis plutôt surpris moi-même de ce plaisir-là. Puis de prendre un petit peu de distance par rapport à ce que tu fais, c'est bien aussi, quoi, je pense. Effectivement, ça te permet d'être un peu plus créatif, de penser à des nouvelles idées. Oui, c'est ça, tu as raison, parce qu'en fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, on a vite tendance à croire que pour la radio qui t'embauche, tu as l'impression que c'est ta radio, quoi. Donc tu mets un peu d'affect, un peu trop d'affect même, dans les projets. C'est bien aussi d'avoir un petit peu de recul, aimer ce que tu fais, mais pas être complètement, immergé, dans l'émotion, dans les différents projets de l'entreprise. Mmh mh. Donc, au lever du soleil, tu as commencé, en septembre, c'est ça? Ouais, donc ouais, on a commencé le 24 septembre, le premier podcast. Là, on finit l'année, on a appelé ça la saison 1, jusqu'à fin décembre, et puis après on fera un bilan. Qu'est-ce que ça signifie une saison? C'est la fin d'un positionnement ou d'une façon de faire et puis vous repartez sur autre chose? Ça correspond à quoi, en fait? Le terme de saison, on l'a pris vraiment, au second degré. Je pense que quand tu as vraiment parce que tu as des podcasts qui sont vraiment dans la narration, et tu dois tout suivre pour connaître la fin, dans le dernier podcast, le dernier épisode. Donc je pense que la dimension de saison est beaucoup plus importante que quand nous, heu, le podcast, c'est plus du flux au quotidien. Donc qu'on ait, 3 saisons ou 20 saisons, finalement, ça change absolument rien pour, l'auditeur. Oui, c'est histoire de découper dans le temps plus, Voilà, c'est ça. Nous, on se dit: «Bah, tiens, ça va être un objectif». Comme ça, on pourra annoncer aux auditeurs, si on continue en janvier, bah, il y a la saison 2 qui arrive. C'est une façon de communiquer, d'apporter une petite personnalité, avec l'auditeur. et alors est-ce que tu aurais une anecdote, marquante à raconter justement sur, ton podcast? Alors c'était rigolo parce que, donc comme je t'expliquais, le but, c'est de mettre à disposition un podcast à 6 heures, et puis tu l'écoutes quand tu veux, quand tu te réveilles, alors tout bête, tu travailles de nuit, bah, tu te lèves à midi, bah, tu as ta matinale quand même, tu peux l'écouter en concentré, ce que tu peux pas faire forcément avec la radio, même s'ils ont des replays et cetera. Et donc lundi, pas plus tard que lundi, je rentrais, j'ai fait un petit running d'ailleurs en écoutant un podcast. Et puis je suis rentré, je regarde mon téléphone, et puis je vois un message, WhatsApp, parce que les auditeurs peuvent nous envoyer des messages via WhatsApp ou Telegram. Et en fait, c'est un auditeur du Canada qui écoute, et il se trouvait que dans le podcast, je disais: «Oui, il y a des expatriés qui nous écoutent». C'est vrai qu'il y a des expatriés. Alors plus sur le continent africain, heu, on a eu des échos sur le site internet, via des mails, mais là sur WhatsApp, c'était plutôt rigolo. Et donc c'était un Canadien qui, lui écoutait, parce qu'en fait sur le continent africain, finalement, c'est quasiment le même fuseau horaire, donc du coup, Oui, c'est pas trop décalé, ça dépend où, mais ça va, ouais. voilà, exactement. Sauf que lui, il était à Montréal, et je crois à Montréal, ouais. Et du coup, bah, il était midi quand il écoutait le podcast, et il m'a envoyé une petite photo. C'était la télévision, il devait faire tourner la télé avec l'horaire, et il me disait: «Bah oui, effectivement, nous aussi au Canada, on peut écouter, ce podcast en décalé». Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais souvent les expats, ils veulent quand même garder un contact avec, bah, forcément, le pays, leur pays d'attache. Donc ils cherchent pas, moi je cherche pas à parler aux expats, à leur dire, bah, ce qui se passe concrètement, par exemple à Montréal, ça ils s'en fichent. Il y a d'autres médias qui savent mieux le faire. Eux, je pense qu'ils retrouvent dans ce podcast un petit lien un peu différent, avec la France, ou la métropole, quoi. Mmh mh. Pour autant, tu as quand même des actus qui concernent le monde entier, hein? Oui, c'est ça. Alors on aime bien, c'est vrai qu'on aime bien les sujets un peu internationaux, parler un peu d'écologie. Quand on fait une revue de presse, on va pas citer, TF1 ou France Info, quoi. C'est pas le but, je pense, de ce podcast. C'est essayer de trouver des sujets un peu différents, tout en étant, concernants pour l'auditeur. Et justement, toi, tu as des convictions auxquelles tu tiens et que tu aimerais, transmettre à travers le podcast? J'entendais, tu parlais de McDo, par exemple, à un moment donné. Bon, voilà, c'est apparemment, tu étais pas trop McDo. Enfin, donner ton avis comme ça sur des sujets, que ce soit écologie, alimentation, politique. Alors c'est vrai qu'on aime, enfin moi j'aime, on n'est pas sur un podcast, d'opinion, mais suivant les sujets qu'on choisit, forcément ça oriente. Si tous les jours tu mets un sujet, qui touche l'environnement, ça oriente malgré tout. Donc je veux pas non plus revenir sur chaque sujet, dire ce que je pense, revenir sur Bien sûr, l'émotion, ouais, et ouais. cetera. Mais on pense que quand on sélectionne un certain nombre de sujets, avec la répétition au quotidien, ça oriente quand même le propos.
Et à ton sens, quel est le trait de caractère ou plutôt la qualité la plus importante pour faire du podcast d'actualité comme tu fais? Je pense que c'est comme dans beaucoup de métiers, c'est vraiment la curiosité de tous les sujets. Heu, Quand j'étais à France Bleu, j'ai, développé plein de sujets, qui m'ont passionné et à la base, je me serais jamais dit: «Bah, tiens, ça va t'intéresser». Je pense qu'il faut vraiment être curieux de toutes les personnes déjà qu'on côtoie au quotidien, heu et pas hésiter à poser des questions, à creuser et chaque sujet est intéressant et même si c'est à nous de le rendre intéressant, à l'antenne, c'est quand même son invité qui est intéressant à la base et je pense que cette curiosité, il faut toujours la garder. Même si on a traité 50 fois le même sujet, si on est curieux d'un angle précis, ça marchera pour l'auditeur. C'est vraiment il faut travailler toujours cette curiosité, pas tomber dans le, dans le quotidien, et faire toujours les mêmes choses. Mmh, mmh mh. Et toi, tu travailles sur d'autres projets en parallèle de ton podcast? Alors j'aimerais travailler un peu plus sur le podcast, sur d'autres, thématiques, plus ciblées. Je m'intéresse un peu au coaching. Alors je sais pas si j'arriverai à faire ça, mais, sur des thématiques un peu de coaching. Donc là, c'est bon, j'aimerais faire ça peut-être début d'année prochaine et puis aussi, essayer de voir si, je peux, faire des prestations pour les agences de com qui voudraient pour leurs clients, mettre en place des podcasts. Et oui, effectivement, les agences recherchent de plus en plus, puisque les entreprises s'intéressent beaucoup à l'audio maintenant. Et c'est vrai que tu as une vraie expérience et surtout, tu as l'équipement qu'il faut pour pouvoir produire un podcast. Oui, c'est ça et pareil, je pense que c'est tout à fait intéressant, pour une entreprise, le rapport à l'audio, ça et puis on peut avoir 1000 cibles, en fait. Une entreprise peut s'adresser en termes de RH à ses salariés avec un podcast. Elle peut s'adresser à ses clients, à ses fournisseurs, et fournir une information au quotidien ou de manière hebdomadaire ou plus événementielle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en place pour les podcasts, B2B, quoi. Ouais, ouais. Puis en plus, c'est assez nouveau et il y a tout à inventer encore, quoi. Il y a énormément de choses à faire. Et toi, du coup, tu en écoutes beaucoup des podcasts? Alors moi, comme j'écoute beaucoup la radio, j'écoute aussi un peu les podcasts. Je reste toujours ancré sur la radio, écouter tout ce qui se passe, sur, les matinales, ou que ce soit les radios généralistes ou musicales, ça c'est vraiment mon métier, pour essayer de voir les évolutions, la façon dont, on met en onde, les choses. Et en parallèle, j'écoute, d'autres podcasts. Alors j'ai commencé à m'intéresser aux podcasts avec un podcast qui s'appelle, Les Ondes Vocast et qui traite justement de la radio, du métier de la radio et du podcast, qui est super bien fait. Donc en fait, c'est vraiment un parallèle entre les 2. Donc heu, donc j'ai écouté ça. Ah, je le connais pas ce podcast. Du coup, ça aborde le côté, plutôt technique, du métier de la radio? Non, non, c'est vraiment, ça parle déjà de l'actualité, de la radio. Ça revient aussi sur les faits marquants de la radio. Ça va te raconter l'histoire d'une radio, c'est toujours intéressant d'avoir des archives, d'écouter ce qui se passait. Le dernier podcast que j'ai écouté lundi, il revenait sur l'histoire de RFM à l'époque, dans les années, 80 quand Coluche était à l'antenne, tu vois? Et en parallèle, ils analysent aussi l'évolution du podcast natif, ce qu'on appelle le podcast natif Ouais. ou le podcast des radios, en type, replay. Non, c'est plutôt intéressant. Oui, alors je précise, le podcast natif, il est créé pour être diffusé directement, au public sans passage radio. Et toi, là, avec du recul, tu as déjà créé une trentaine de matinales. Est-ce que tu es plutôt content des retours sur ton podcast? Alors c'est vrai que je suis plutôt content, des retours parce qu'en fait, bien souvent quand on te dit, tu sais quand tu bosses sur une radio, on dit: «Bah, tu sais, je t'ai écouté, c'était bien». En fait, ils aiment bien la radio. Ils aiment bien l'antenne en général, si tu bosses sur Chérie FM, bah, tiens, je t'ai entendu sur Chérie FM, mais ils aiment le programme Chérie FM avant tout et nous, on est là pour mettre en avant le programme. Alors que là, quand c'est un podcast, tu le personnalises un peu plus. Quand on te dit: «Bah, j'ai écouté ça, c'était bien», moi je le prends vraiment pour moi et je me dis: «Bah, tiens, j'ai essayé d'être créatif, ça a marché, j'ai eu des bons échos». C'est plus ma personne, enfin j'analyse comme ça, que, le nom d'une marque, ou la façon de faire, la radio. Et aussi, le canal de diffusion d'un podcast, c'est assez différent de la diffusion, radio. Du coup, comment tu fais pour, faire connaître ton podcast? Alors c'est assez simple en fait, tu vas sur un serveur, tu mets ton podcast dessus, tu le télécharges
et une fois que tu décides de le diffuser, il est diffusé sur l'ensemble des plateformes, qui, proposent des podcasts, aux auditeurs. Et tu communiques aussi sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup de podcasts, il faut aussi communiquer pour sortir un petit peu du lot. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de rentrer entre guillemets «dans la tambouille», de lancer un podcast. Alors déjà pour la communication, pour, moi à titre personnel, j'avais fait un peu de web, il y a un petit moment, mais ça faisait longtemps que j'étais pas rentré dessus, donc j'ai créé mon site internet, et cetera. Donc tu essayes des stratégies pour voir qu'est-ce qui fait parler ou qu'est-ce qui, met le mieux en avant ton podcast. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est ton site internet référencé sur Google, et cetera? Après tu étudies un petit peu, ce que font les autres, parce que les autres, s'ils ont un coup d'avance, autant voir, et essayer de comprendre ce qu'ils ont fait, quoi. Oui, il y a plein de choses qui sont faites pour communiquer sur son podcast. Après, il y a des stratégies qui sont extrêmement différentes, selon les podcasteurs. En plus, le podcast que j'ai moi, c'est on va dire un podcast généraliste, de flux qui accompagne les gens au quotidien. C'est pas un podcast de niche où tu peux communiquer uniquement sur, Oui. la thématique de ton podcast. Ouais, 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 je comprends. Tu vois? Si par exemple, tu es passionné par la pêche, voilà, tu cibles à fond, le thème, et c'est beaucoup plus facile à vendre que dire: «Voilà, il faut écouter le matin quand tu veux, nanana, tu as ce que tu veux, on parle de tout». Enfin, donc on savait que quand on allait lancer un podcast un peu comme ça, l'avantage, c'est qu'il est ancré au quotidien. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas hyper thématique et c'est un peu plus compliqué à vendre et à se faire référencer sur Google et à se faire, et avoir de la visibilité sur Facebook, et cetera. Après, l'avantage, c'est que tu diffuses un podcast tous les jours. Tu as un côté exponentiel aussi, du coup, tu captes de l'audience, tous les jours et Alors c'est vrai que tu as raison, j'en suis là dans la réflexion, c'est qu'effectivement tu dupliques en fait, les auditeurs, forcément parce que tu es là au quotidien. En revanche, là, c'est ce qu'on est en train de regarder sur un peu les statistiques, tout ça, c'est que, le podcast en lui-même, il a moins d'auditeurs le lendemain et le surlendemain, tu vois? Tu as des oui. podcasts qui sont Mmh mh. écoutés, 1 an après, il y en a qui génèrent encore de l'audience. Alors que ceux-là, bon, Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais. entre guillemets «cramés» comme on dit, parce qu'ils sont un peu connectés au quotidien ou à l'actualité. Donc forcément, 1 semaine après, on a moins envie de l'écouter. Ouais, après on peut l'écouter pour, les histoires, hein, aussi, qui sont, mises en scène. Pas pour l'actualité puisque forcément elle est éphémère et elle passe assez vite, mais après il y a toujours les petites histoires qui sont intéressantes à réécouter. Ouais, on réfléchit à ça aussi, ouais. Ouais, ça pourrait être une autre version. Mmh. Et ça te parle toi l'image de la cascadeuse du coup, plutôt du cascadeur, en tant que indépendant et créateur d'entreprise? Est-ce que tu conçois cette, idée de prise de risque, d'écueils à surmonter, c'est pas toujours facile et puis toujours se relever, aller de l'avant et faire en sorte que ton projet fonctionne? C'est vrai qu'on se met en danger, hein. Déjà, le premier danger, c'est de présenter, un nouveau projet, une nouvelle idée, de nouvelles envies autour de soi. Déjà, on se met plus en avant que d'habitude. C'est aussi des conséquences, financières. On y pense tous quand on lance une nouvelle activité. Et puis anticiper le plus gros des échecs, ça serait de tout arrêter, voilà, ou les petits échecs, du quotidien qu'il faut, surmonter, à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est ce qui, peut-être, fait réfléchir à beaucoup de personnes de se lancer, pas se lancer et justement, toute cette période de réflexion, elle est pas facile, je trouve. Une fois qu'on est lancé, en fait, on est porté, par l'activité du projet. Cette espèce de temps mort entre, j'y vais pas, allez, j'y vais presque, tu vois? Pour moi, c'était le plus difficile. Ouais et c'est vrai qu'une fois que tu es lancé, en fait, l'impulsion est là, il y a le moteur, tu vas de l'avant et puis tu as envie de semer des graines, en fait, pour que ça soit constructif, dans les semaines, les mois qui viennent, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Une fois que tu es porté, par le projet, déjà tu es dans ton travail, dans l'exécution, ça a loupé, tu refais autre chose. Mais, la petite période de réflexion où le moment où tu n'es pas complètement sûr d'y aller, mais tu veux vraiment, vraiment y aller quand même, c'est pas le plus agréable. Après tu regrettes pas parce que bon, heu, après, ça dépend les enjeux financiers qu'il y a derrière. Mais, finalement, tu es quand même content de ton travail, tu es content d'avoir fait ça au quotidien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et même si ça s'arrête, je pense que tu es quand même fier d'avoir entrepris des choses tout seul avec tes propres décisions.
Et puis c'est hyper constructif, tu apprends tous les jours, tu apprends très vite, hein, puisque c'est des périodes qui sont assez denses aussi. Quoi, c'est pas du temps perdu et au contraire, quoi, ça te permet d'évoluer assez vite. Ah mais moi j'ai pu me remettre à jour sur, pas mal de stratégies, sur, les réseaux sociaux. En l'espace de 2 mois, j'ai dû apprendre 4 ou 5 logiciels en plus, Oui. revoir un peu comment ça marche, le référencement sur Google, écouter d'autres podcasts, pour voir, quelles stratégies je peux mettre, en place, à l'antenne, découvert d'autres médias, à écouter, à lire, pour l'actualité au quotidien. Mmh. En l'espace de 2 mois, j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses, qu'en plusieurs années, à faire des choses à côté de son boulot, quoi. Eh oui, c'est clair, on est obligé de sortir de sa zone de confort et puis justement de remettre au goût du jour cette curiosité, pour avancer et lié à un projet, c'est encore plus stimulant, quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient, se lancer comme toi, dans un projet de podcast, quotidien? Et ben, en fait, ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire. Je dirais que, en fait, je me suis aperçu qu'il fallait pas, chercher la perfection. En fait, avant de me lancer, je me disais: «Tiens, il faut à tout prix que ça soit parfait, bien mixé, que tout soit, bien pensé». Oui, c'est sûr, il faut réfléchir, il faut savoir où tu vas, mais en fait, ton podcast, tu vas le faire évoluer au fur et à mesure, du jour au lendemain, d'un épisode à l'autre. Si c'est un podcast hebdomadaire ou mensuel, bah, à chaque numéro, ça va avancer. Plutôt que vouloir faire un produit absolument parfait tout le temps, vaut mieux avancer par petites touches et obtenir petit à petit un résultat concret plutôt que imaginer des choses qui, de toute façon, seront pas forcément les bonnes une fois que tu seras dans la pratique. J'avais des idées de faire telle ou telle séquence et je me suis aperçu que, soit c'était, à l'antenne ou à l'écoute du podcast, pas du tout intéressant, soit ça prenait beaucoup trop de temps et à l'inverse, il y a des choses que j'avais pas imaginé de faire et ça prend pas trop de temps à mettre en place et ça fait un joli rendu et cetera. Donc plutôt que chercher la perfection en imaginant, en créant, passer à l'action et améliorer constamment. Ouais, je sais pas ce que ça vaut, mais je dirais ça, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, vaut mieux lancer, son projet même, si l'idée est plutôt simple au départ et puis ensuite l'ajuster au fil de l'eau en la confrontant, à la réalité. Et est-ce que tu aurais des sources d'inspiration à partager? Je sais pas, livres, films, podcasts? Alors dans le milieu de la radio, il y a 2 films, dont un qui est très connu et qui, inspire tous ceux qui font, enfin qui aiment vraiment ce média, la radio, les animateurs et les journalistes qui sont à l'antenne ou les techniciens. Alors déjà, il y a le film avec, Clovis Cornillac que tu as peut-être, déjà vu, qui s'appelle, Radio Star. Ah non, je l'ai pas vu celui-là. Radio Star, en fait, c'est Clovis Cornillac qui est, animateur radio. Il anime un morning. Alors en fait, c'est plus ou moins le morning de Énergie. Mmh. Sauf qu'ils ont changé le nom de la radio, et cetera. Ouais. Il y a Manu Payet aussi dedans et on suit cette équipe de morning, qui évidemment a des hauts, mais aussi des bas et on est vraiment plongé dans, l'univers de cette équipe, dans le doute de la création, le rejet des auditeurs, ou le côté superstar, tout le monde m'adore. Donc ça, c'est vraiment un des films vraiment très sympa à regarder. En plus, il est vraiment drôle. Manu Payet est top, Clovis Cornillac aussi et on ressent l'ambiance, vraiment l'ambiance radio, quoi. Tu trouves que c'est du coup assez proche de la réalité, par rapport à ce que tu as vécu? Et c'est assez proche de la réalité, ouais, c'est ça qui est bien, ouais. Notamment quand ils sont en séquence, dans les studios de la radio et cetera. On a vraiment l'impression que c'est Clovis Cornillac notamment, qui était pas du tout de la radio, prend un ton qui est vraiment génial et qui est vraiment, proche de ce qu'on peut voir, à l'antenne et hors antenne, quoi. Et Manu Payet qui avait animé ce morning sur Énergie, donc a le ton, qu'il faut aussi. Donc c'est vraiment un des films qu'il faut voir si on veut s'intéresser à la radio, à l'audio, au podcast. Je pense que c'est intéressant, ouais. D'accord, ouais, super. Et tu parlais d'un deuxième film? Oui, alors il y a un deuxième film qui est plus vieux, hein, on est au début des années 90. C'est un film qui s'appelle Pump Up the Volume Ouais. avec, Christian Slater en rôle, principal. Alors il était très jeune, Christian Slater, pour ceux qui le connaissent, en fait, il monte une radio pirate, quand, il était au lycée et c'est une radio qui est très écoutée dans son lycée. Donc là, on est vraiment dans le côté, radio pirate, contre-culture, heu
provocation. Enfin, vraiment, ça, c'est vraiment un film qui est très intéressant aussi pour ça, ouais. D'accord, bon bah super, hein, ouais. Non, bah tu vois, deux films qu'il va falloir que je regarde du coup, que je ne connais pas. Et après, je me disais que ces thématiques, donc à chaque fois, c'est la thématique de la radio. On pourrait maintenant le décliner avec un film plus moderne, sous le thème du podcast, ça serait pareil, quoi. Un podcast qui cartonne, je sais pas, dans un lycée, parce qu'il parle de ce lycée de manière indépendante, ou suivre une équipe de jeunes gens qui montent un podcast. Enfin, finalement, ça pourrait marcher aussi. Bon Rémi, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis surtout un grand merci puisque tu as accepté d'être mon premier invité masculin sur le podcast. Oui, je voulais te dire que ça me fait aussi plaisir d'avoir été ce premier invité masculin. En tout cas, merci vraiment pour cette invitation. Alors, c'est drôle parce que depuis que je fais de la radio, je lance plein d'invitations à plein de gens. Et quand tu m'as proposé de faire ce podcast, ça m'a fait plaisir à titre personnel. Et je me suis dit, bah tiens, c'est pas souvent que nous, qui tendons le micro, on nous invite. Parce que bon, quand on travaille sur des radios en région, on intéresse moins les médias nationaux. Donc ça m'a fait plaisir que tu me proposes cette invitation et qu'en plus je sois le premier homme de la situation. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt Rémi. Merci. Ciao, ciao. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter les Cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour me permettre de continuer à produire les épisodes, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. 2 petites actions simples qui ne vous prendront qu'1 minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre et grandir les Cascadeuses.